Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Il y a un an, Emmanuel Macron devenait président de la République. Se revendiquant ni de droite ni de gauche, il promettait de respecter son programme et donc de réformer le pays. 12 mois plus tard, 50 ans pile poil après mai 68, les conflits sociaux se multiplient, mais le président ne fléchit pas. Alors Emmanuel Macron, un chef d'État qui n'entend pas son peuple ou au contraire un homme qui tient ses engagements, est-il le président des villes et des riches comme l'accusent ses détracteurs? Et surtout, comment est-il perçu dans notre région? On en débat avec nos invités. Vous avez cru en Emmanuel Macron dès le début. Anne Blanc, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de l'Aveyron. Emmanuel Macron qui a délocalisé son Conseil des ministres et ses États généraux des territoires chez vous. Dans le Lot, Jean-Marc Wessous-Fort, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste de Cahors et vous présidez également l'Association des maires de France du Lot. Enfin, vous avez tour à tour critiqué mais aussi encouragé certaines mesures présidentielles. On verra lesquelles. Jean-Luc Moudingue, bonjour. Bonjour. Maire Les Républicains de Toulouse, métropole que vous présidez. Vous présidez également France Urbaine, l'association des grandes villes françaises. Alors avant de vous donner la parole, mesdames, messieurs, on écoute celle des citoyens de notre région. Que pense-t-il de notre président un an après son élection ? Il y a un an, Emmanuel Macron était ici, à Albi, place du Vigan. Dernier meeting de campagne. Apparemment, ça a fonctionné. 76% des Albigeois ont voté Macron. Mais un an après, qu'est-ce qui reste du vote Macron? Quelle image a le nouveau président? Eh bien, on écoute la réponse des Albigeois. Au début, je trouvais ça très positif. Et maintenant, je suis dans l'expectative. Eh ben, on peut dire que j'ai voté pour lui, mais je suis déçu. En quoi? De tout. Il fait rien pour les salariés et il fait tout quand même pour les riches. Déçu de voir le tournant politique qu'il prend, déçu de voir qu'on peut claquer 300 000 euros dans un vol et l'assumer complètement. Enfin... C'est le déplacement d'Edouard Philippe au Japon, c'est ça? Voilà, par exemple. Un exemple parmi tant d'autres. Moi j'aime bien quand même. Qu'est-ce que vous aimez bien? Tout, cette force de caractère qu'il a. Comment dire Non, S'il fallait revoter, vous voterez Macron? Oui. J'ai décidé, je fais comme ça et puis c'est tout. Le dialogue, ça n'a jamais tué personne. Hein. Et je pense à la diplomatie. Voilà, moi c'est ce que je lui reproche. Après, je suis comme beaucoup, on le jugera sur ce qu'il fera. Il fera comme tout le monde. 2 ans avant les élections, il va ouvrir le robinet, il va balancer des... Ils sont tous pareils. Hein. C'est des politiques, monsieur. C'est tous des politiques. Alors, énormément de réactions sur Internet également. Il a été élu car la majorité ne veut pas du FN. Donc, pour moi, il n'est pas légitime et il devrait faire beaucoup plus de concessions pour le peuple, nous dit Sylvain. Que de commentaires négatifs. Pourtant, il me semble que sa popularité est au-dessus de 50%. On a enfin un président qui fait ce qu'il dit, lui répond Gérard. Alors, Emmanuel Macron, président qui n'écoute pas son peuple ou président qui respecte ses engagements de campagne, Anne Blanc? J'aurais presque aucun mot à rajouter à ce que vous venez de dire. Je pense que la volonté du président a été affichée au travers de sa campagne et aujourd'hui, il est en train de mettre en œuvre le programme qu'il a annoncé pendant la campagne électorale. Donc, vous savez aussi qu'on ne réforme pas un pays et c'est bien le projet d'Emmanuel Macron de refonder complètement notre société puisqu'on a bien vu les limites qui étaient atteintes aujourd'hui. Et ce refondement va prendre du temps. Donc, on peut aussi comprendre qu'il y ait une insatisfaction au bout d'un an simplement de mandat parce qu'il faudra un quinquennat et peut-être même plus d'un quinquennat pour arriver à cette refondation. L'avenir le dira, on n'en est pas au courant là. Jean-Luc Moudingue. Écoutez, moi je pense que Emmanuel Macron fait souffler un vent de modernité sur la vie politique. Je pense qu'il a redonné à la fonction présidentielle beaucoup de lustre, beaucoup d'autorité dans un pays qui a besoin d'autorité, du moins c'est mon sentiment. Et puis il a redonné à l'ambition européenne de la France un discours et une volonté. Tout ça, c'est très positif. Alors après, il a fait le choix, on peut le critiquer, d'engager beaucoup de réformes en même temps. Et quand on engage des réformes en France, bien évidemment, on suscite des mécontentements. Ce qu'il faut, c'est que ce processus de réforme aille jusqu'au bout, qu'on en voit les effets, et puis aussi que peut-être se produise à un moment un rééquilibrage. Parce que le sentiment, c'est que est-ce que les réformes vont profiter aussi aux plus petits,
On va en Et rediscuter ça, dans ce débat. c'est une question qui reste à travailler, à l'évidence. Jean-Marc Wessous-Fort, Macron, un président inflexible qui n'écoute rien ou quelqu'un qui fait ce qu'il a dit? Le président Macron avait fixé la barre assez haute, puisque je crois que son livre programmatique s'appelait Révolution, qui nous avait parlé de nouveau monde, qu'il voulait appréhender la nouvelle société avec des règles un petit peu nouvelles. Et puis quand on regarde de près, notamment la politique économique qui est menée, on s'aperçoit que c'est une politique libérale assez classique, où on veut baisser la dépense publique et affecter du coup les services publics, où on veut donner des possibilités financières à ceux qui ont le plus de moyens, en espérant que par la politique de ruissellement, ça pourra profiter à tous. On reparle des privatisations, donc il n'y a pas véritablement de nouveautés. Privatisation, c'est les gouvernements socialistes qui ont vraiment mis le pied sur l'accélérateur, le gouvernement Jospin. Oui, mais on va, me semble-t-il, encore un petit peu plus loin dans ce mouvement-là. Il y a aujourd'hui un attachement au service public, à ce qu'il y ait une vraie solidarité. Et on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'on est une logique beaucoup plus individuelle qu'une logique beaucoup plus collective. Et je pense que ce qui fait partie aussi de notre identité dans ce pays risque d'être mis à mal. Et puis, bien évidemment, dans les mesures qui sont prises, ce qui ressort, et on le voit bien d'ailleurs, lorsqu'on interroge les gens, ils sont particulièrement déçus parce qu'on a l'impression que c'est une politique qui est injuste. On donne des avantages fiscaux à une petite partie de la population. Je pense à l'impôt sur la fortune, qui concerne 1% de la population. Je pense très récemment encore à l'exit tax, avec des montants qui sont particulièrement importants. Et dans le même temps, vous demandez des efforts à 60% des retraités qui sont à 1,7% d'une augmentation de la CSG, à partir du moment où ils sont au-dessus de 1 200 €, ce qui est quand même très faible pour un retraité. Vous l'évoquiez en filigrane, hein, le président des riches, c'est souvent ce qui lui est reproché, et le président des villes également. Comment vous prenez ça, vous qui êtes élu de l'Aveyron, Anne Blanc? Alors déjà sur le président des riches, je pense qu'il faut remettre un petit peu les choses en place, parce que on ne parle que des cadeaux soi-disant qui seraient faits aux riches, mais c'est pas le cas. En fait, c'est surtout des outils qui sont donnés. C'est des outils qui sont donnés. Pro-business, il dit lui-même. Voilà, disons qu'il est pro-business, il est pro-économie, dans l'objectif que l'économie crée de l'emploi et permette aussi aux entreprises de mieux payer, de mieux rémunérer et de proposer un cadre de travail qui soit plus conforme à la société à laquelle nous attendons. Donc je pense qu'aujourd'hui, il donne les moyens justement aux entreprises, donc c'est par ce biais-là qu'on le traite de président des riches, mais en fait c'est au service aussi du social, des salariés et de l'ensemble des services. Donc pour vous, c'est pas pertinent. Donc pas pertinent. Voilà, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et là je rejoins un petit peu les propos de M. Moudingue, ce qui se voit aujourd'hui, c'est justement les moyens qui sont donnés à l'économie, aux investisseurs, pour leur permettre de plus investir et de relancer cette économie dont on a besoin pour notre pays. Vous avez évoqué aussi le président des villes. Et alors, c'est vrai qu'on a toujours tendance à opposer ville et campagne. Moi, j'ai été une élue locale de campagne, de la ruralité. Donc, je suis profondément attachée à cette ruralité. Néanmoins, je considère aussi que 80% de la population vit dans les villes et qu'il faut aussi travailler pour les villes. Il a fait des décentralisations et on a vu aujourd'hui que le Premier ministre aussi, un certain nombre de ministres vont au cœur des territoires, vont au cœur de la ruralité. Ils viennent de passer la semaine dans le Cher. Voilà. C'est pas du gadget, tout ça? C'est pas du gadget. Alors, c'est pas du gadget. C'est sympathique, c'est-à-dire que si les ministres restent dans leur ministère, on leur dit « Ah oui, mais de toute façon, les ministres, ils sont qu'à Paris ». S'ils se délocalisent à la ruralité, on dit « Ouais, c'est du gadget et de la paresse ». Ils peuvent aussi se déplacer et que ce soit utile. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. C'est quand même le but du jeu. Voilà. Et c'est donner un signal, c'est être à l'écoute et être au cœur des territoires. C'est un peu comme notre mandat de parlementaire. On est à Paris, mais il faut aussi qu'on soit les deux pieds sur notre territoire pour toucher les choses du doigt. Donc, je pense qu'il a cette sensibilité de la ruralité. Pour en avoir parlé aussi avec lui, il a la volonté, et Action Cœur de Ville aussi, qui est ciblée sur les petites villes, en est un petit peu le témoignage. Justement, président des villes ou pas Macron? Vous qui présidez l'Association des grandes villes de France, Jean-Luc Moudingue. Écoutez, je suis assez sidéré chaque fois que j'entends ça. Parce que je ne connais pas, depuis que Emmanuel Macron est président de la République, une mesure particulière qui a été prise en faveur des villes précisément. Par contre,
j'ai entendu un certain nombre de mesures en faveur d'autres territoires ruraux ou villes moyennes. Donc vous seriez lésé presque au contraire. Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai entendu l'annonce du plan pour la fibre optique en milieu rural, j'ai entendu la mise en place du plan pour les cœurs de ville en ciblant les villes moyennes, et je suis dans l'attente des décisions que je demande et que nous demandons pour la politique de la ville, c'est-à-dire pour les quartiers prioritaires. Il y a le rapport Mézard. Voilà. Jean-Louis Borloo a remis son rapport et donc nous attendons maintenant les décisions du gouvernement. Voilà. Et effectivement, j'avoue que quand j'entends tantôt à droite, tantôt à gauche, un discours qui essaie de donner cette étiquette au président de la République et qui donc essaie de ressusciter ce combat des villes contre les campagnes, je dis que c'est un discours qui est catastrophique, qui est évidemment lourd d'arrière-pensée politicienne. Moi, je plaide, et d'ailleurs, je le fais en coopérant, en l'occurrence, avec des cantons du Gers, je plaide pour l'union de la ville et de la campagne, le dialogue entre la grande ville, les villes moyennes. Et je pense que c'est extrêmement dangereux pour le pacte républicain de jouer sur ces clivages-là sans que rien ne vienne démontrer que c'est fondé. Jean-Marc Lessousfort, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Que gardez-vous du passage justement de ce Conseil des ministres et de ces États généraux des territoires dans le Lot ? Quand les choses vont dans le bon sens, je sais le dire, et au moment où j'ai accueilli le Premier ministre, et même encore aujourd'hui, je suis capable de dire qu'il y avait forcément une opération, un petit peu de communication, je pense que tout le monde en a conscience, mais qu'il y a eu une volonté derrière de participer à une forme de rééquilibrage de ces territoires. On sait qu'on a une dynamique dans les métropoles. On en discute souvent avec M. Moudin et je me réjouis qu'il y ait une dynamique et une attractivité dans la métropole toulousaine. Mais il faut quand même avoir conscience que ça ne suffira pas à irriguer l'ensemble du territoire. Et donc si on veut aussi qu'il y ait des territoires un petit peu reculés, je pense aux territoires ruraux, il faut qu'il y ait une politique très forte d'aide. Il y a des préoccupations très importantes dans nos territoires. Il faut accompagner d'abord l'artisanat, il faut accompagner le milieu agricole. Aujourd'hui, je regarde de près ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Vous savez qu'avec le Brexit, le Royaume-Uni s'est retiré. Et donc, on sait que si on ne va pas combler par une participation au budget européen, on va avoir une politique agricole commune et une politique de cohésion territoriale qui risquent d'être amputées. Et donc, j'attends du président Macron qu'il soit en capacité d'aller convaincre les autres États qu'il faut une politique ambitieuse pour l'Europe. Et c'est à partir de cette volonté véritablement d'inverser le cours des choses que nous avons une chance d'avoir des métropoles dynamiques, mais aussi un reste du territoire qui ne soit pas laissé de côté. Alors justement, vous parliez du secteur agricole et des agriculteurs. Nous sommes rendus dans le Gers à la rencontre de deux maires qui sont également agriculteurs. Alors en un an, leur avis a parfois changé, ou pas, sur Emmanuel Macron. Reportage signé Juliette Merin et Marc Ratura. Le portrait d'Emmanuel Macron figure en bonne place dans la mairie de Blanquefort. Ici, on respecte la tradition, même si le maire dénonce le manque d'intérêt du président pour les petites communes rurales. C'est un président qui se veut extrêmement dynamique, mais pas forcément à l'écoute des gens de la base. Aujourd'hui, les aides et l'accompagnement financier, il est revu à la baisse, alors qu'en même temps, on nous demande de monter des communautés de communes, de prendre des responsabilités supplémentaires. Donc nous sommes tenus d'embaucher et le président dit « vous embauchez trop ». Or, il y a des transferts de compétences, mais il n'y a pas forcément le transfert financier. Donc on voit mal comment on peut annoncer qu'on veut faire des économies et en même temps, sur nous, on nous remet d'autres charges. Élu de Blanquefort depuis 2001, Alain de Scorail est aussi agriculteur. Il cultive sur la petite commune gersoise 180 hectares de céréales. Dans les campagnes, on comptait beaucoup sur l'arrivée d'un nouveau président. Comme promis par le candidat Macron, un Grenelle de l'alimentation a été réalisé. Il est censé améliorer les revenus des agriculteurs, mais aussi la qualité des produits. C'est des effets d'annonce, toujours pareil. Aujourd'hui, le Grenelle sur l'alimentation a eu lieu, nous attendons l'application. Or, les échanges commerciaux ont déjà commencé.
Et donc, on nous a promis quelque chose, on nous demande de nous engager dans des réductions, mais en fait, l'application, elle n'y est pas. À Loubersan, autre petite commune du Gers, le maire Philippe Baron est lui aussi agriculteur. Il fait partie des soutiens d'Emmanuel Macron. Il avait même parrainé le candidat de La République En Marche à la présidence. Il ne regrette rien et reste patient. On ne peut pas dire qu'en un an, tout doit être réformé et réalisé. Et avec des résultats, c'est inconcevable. Sachant que jusqu'à fin 2017, on était encore sous le cadre législatif de l'ancien gouvernement. Et puis les assises de l'agroalimentaire, on va en voir les premiers effets, mais là aussi c'est tout neuf. Donc on ne peut pas dire qu'en un an, tout est arrivé. Je pense que tout est en marche. Tout est en marche. De ce point de vue-là, tout le monde est d'accord. Des réformes sont bel et bien engagées, mais pour certains, elles ne vont pas forcément dans la bonne direction. Alors des réformes engagées, Juliette vient de le dire. On a parlé tout à l'heure de la hausse de la CSG et de ses conséquences pour les retraités. Alors, autre réforme à l'ordre du jour dans les mois qui viennent, celle des retraites justement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rattrapage ou pas pour les retraités, Anne Blanc? Je ne lis pas dans les boules de cristal. Là. Vous me demandez de... Est-ce que, par là, j'entends par là, est-ce que quand même leur réclamation portée... On a entendu la forte grogne forcément et sur le terrain plus particulièrement des retraités suite à l'augmentation, surtout des plus petits retraités. Néanmoins, vous le savez, il va y avoir aussi la réduction cette année de 30% d'une partie de la taxe d'habitation, 60% l'année prochaine, etc. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il faut aussi attendre la mise en œuvre de cette disposition pour que les retraités prennent conscience aussi que finalement ça va compenser. Côté, voilà, ils vont le récupérer de l'autre. C'était l'objectif. C'est pour ça que quand j'entends dire les retraités à 1 200 € on est touchés, non, puisqu'ils font partie de ceux qui vont être compensés, ceux qui vont pas être. Ils l'ont pas compris. Est-ce que c'est parce que ça a été mal expliqué? Vous n'avez pas été assez pédagogue peut-être? Alors pourtant, on a cessé de le répéter sur le terrain. Je pense que les ministres se sont relayés aussi pour l'exprimer. Le président, lors de ses quelques interventions, a eu l'occasion aussi de l'exprimer. Je pense que les médias, vous avez un rôle aussi prépondérant dans le cadre de l'explication aussi de ce qui est mis en place. Sa communication. C'est exactement la même chose, bien entendu, mais c'est exactement la même chose aussi en ce qui concerne les exonérations de charges sociales d'un certain nombre de salariés. On parle d'augmentation de la CSG, mais on ne parle pas de ce qui a été gagné par un certain nombre aussi de salariés, d'actifs, puisque l'objectif, c'est aussi de mieux rémunérer le travail, mieux rémunérer les gens qui travaillent. Alors, ce qui pourrait être gagné, évidemment, pour certains, vous en avez parlé, mais ce qui pourrait être perdu pour d'autres, c'est la taxe d'habitation. Alors, messieurs les maires, où en êtes-vous de vos réflexions et de j'allais dire, la compréhension de ce chantier, Jean-Luc Moudenc? Lorsque la taxe d'habitation a été annoncée, la suppression de la taxe, les maires que nous sommes, nous avons été inquiets parce que c'est une ressource qui est la première des ressources dans le budget de nos collectivités. Et on s'est battu pour que les compensations habituelles ne soient pas appliquées, mais que nous ayons ce qu'on appelle le dégrèvement. C'est un peu compliqué, mais c'est une technique qui nous permet à nous de préserver totalement la ressource tout en faisant bénéficier celui qui est exonéré de l'exonération. Nous avons obtenu cela. Et c'est une avancée très considérable par rapport à toutes les réformes qui ont eu lieu, que tous les gouvernements, toutes les majorités précédentes ont pu faire, en supprimant des impôts locaux et en ne compensant pas, justement, dans la durée, les collectivités locales. Donc là, nous avons obtenu cela, et tant mieux. Et puis je me mets, moi, du côté de ceux qui vont bénéficier de cette baisse de la taxe d'habitation et puis de cette suppression à la fin pour tout le monde, puisque on va arriver à ça. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait demandé. C'est quand même positif pour eux. Et je trouve toujours étonnant que des élus locaux aillent sur les plateaux de télévision dire qu'ils sont contre cette baisse en n'ayant pas le réflexe de se mettre à la place des gens. Par contre, c'est essentiel d'avoir une ressource, nous, chacun le comprend. Et nous avons quelque chose de tout à fait nouveau qui est maintenant sur la table de travail, c'est la réforme fiscale, la réforme de la fiscalité locale. Tous les gouvernements précédents l'avaient annoncé, aucun ne l'a entreprise. Cette réforme, elle est compliquée, mais elle va nous permettre justement de stabiliser les ressources dans la durée. Elle est en discussion, la discussion va durer au moins toute l'année 2018, mais je dis que c'est une revendication que nous avions. Donc vous êtes rassurés, on l'a compris. On est rassurés. Jean-Marc Wessous-Fort, votre point de vue à vous?
Lorsqu'il y a la suppression d'un impôt, forcément, c'est extrêmement populaire. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup mobilisé les associations de collectivités pour qu'il puisse y avoir un dégrèvement et que donc nos ressources ne soient pas affectées. Mais la question que je me pose, c'est comment on va compenser ? La suppression de la taxe d'habitation, c'est 20 milliards. C'est fait, il n'y a pas de problème. On va aller les chercher où ? Rien n'est fait. D'ailleurs, il y a une cacophonie au niveau du gouvernement. Mme Gouraud a parlé d'un impôt qui allait remplacer cette taxe d'habitation. Il y a une réflexion sur la fiscalité locale et on souhaite tous collectivement qu'elle soit plus juste. Mais ce n'est pas si simple. La taxe d'habitation avait quand même un avantage, c'est qu'une partie de la population, 50%, ne payait pas cette taxe d'habitation parce qu'elle avait des revenus, des fragilités qui faisaient qu'elle ne la payait pas. Donc il y avait des éléments qui permettaient de prendre en compte la situation du contribuable. Si c'est pour demain, comme je l'entends, transférer la taxe d'habitation sur la taxe foncière, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement un progrès. Donc j'attends, je suis rassuré pour une partie, c'est vrai, sur le dégrèvement. Il va falloir faire un travail important pour avoir une fiscalité locale qui soit à la fois plus juste et qui préserve l'autonomie qui est la nôtre, celle des collectivités locales. Anne Blanc, est-ce que vous pouvez rassurer peut-être un peu plus Jean-Marc Fessous-Sport ? Sur les grands principes de base, on est tout à fait d'accord. Il faut conforter la dynamique de la fiscalité des collectivités et ne pas en supprimer parce qu'on a vraiment besoin de tout ce qui existe aujourd'hui. Par contre, et ça le Président l'a dit, le Premier ministre et le ministre de l'économie aussi, il n'y aura pas de création d'une nouvelle fiscalité. À quoi ça servirait d'en supprimer une pour en rajouter une autre ? Vous savez, des tours de passe-passe, on en a vu d'autres. Voilà, sauf que je veux dire, aujourd'hui, il y a quand même un discours qui est très clair. L'objectif, c'est de diminuer la pression fiscale pour les contribuables, mais d'assurer les ressources pour les collectivités. Alors après, quels choix fiscaux vont être faits ? Vous savez qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours, entre autres par les sénateurs. Votre collègue du Gers, Jean-René Cazeneuve, propose le maintien de la TH sur les résidences secondaires. C'est une bonne idée ? Ça supprime sur la résidence pas principale. Partie, ça fait pas... plutôt... Je pense qu'il y a un consensus pour maintenir la TH sur les résidences secondaires, effectivement. Alors, Après, c'est retrouver une fiscalité aussi qui corresponde aux compétences des différentes collectivités. Donc c'est pour ça qu'on a évoqué éventuellement la TVA pour les régions, la CSG, une partie de la CSG pour les départements qui a une vocation sociale. Donc c'est donner plus de lisibilité et plus de justice aussi à cette fiscalité et bien sûr en travaillant aussi sur son recouvrement et sur les bases aussi, parce que là, il y a un énorme chantier aussi auquel personne n'a voulu s'attaquer encore. Alors, dernier gros chantier auquel s'est déjà attaqué et va continuer à s'attaquer le gouvernement, c'est la baisse des dépenses publiques et notamment la maîtrise des dépenses des collectivités locales. Alors, est-ce que ça aussi, ça vous inquiète ou pas, Jean-Marc Fessous-Sport ? Je crois d'abord que... les collectivités locales n'ont pas de leçons véritablement à recevoir. Elles ont, sur les dernières années, participé à 50% à l'effort de redressement des comptes publics. Vous savez que, par ailleurs, nous n'avons pas le droit d'avoir des budgets en déséquilibre, ce qui n'est pas le cas, on le sait, de l'État, où les déficits publics sont très très importants. Donc, qu'on veuille regarder, contrôler, pourquoi pas. Mais je peux vous dire que dans nos collectivités, on a l'habitude de bien gérer. Parfois flambé dans les collectivités. On sait que les budgets de fonctionnement ont parfois explosé. Beaucoup de recrutements, beaucoup de dépenses. On ne peut pas essayer de faire mieux. On sait aussi que sur ces dernières années, on a transféré énormément de compétences à nos communes et nos communautés, qu'elles n'ont pas été d'ailleurs compensées la plupart du temps. Je pense par exemple à l'urbanisme, l'instruction des permis. Oui, mais parfois, je pense récemment quand on crée au PAX. une communauté d'agglomération, au lieu de mettre les moyens ensemble et de faire des économies d'échelle, on se retrouve avec de nouveaux recrutements. Ça existe, ça. Écoutez, moi je suis assez à l'aise sur cette question. La commune de Cahors et la communauté du Grand Cahors, tout a été mutualisé. Donc ces efforts-là, on les a fait depuis longtemps. Les efforts de meilleure gestion, de faire attention à tout. On n'a pas augmenté la fiscalité dans ma collectivité. Et même cette année, sur la ville de Cahors, j'ai annoncé que nous allons commencer à baisser les taux d'imposition. Donc gérer, je pense qu'on sait faire. On peut contrôler, on peut donner des gages, il n'y a pas de difficulté. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'il nous faudra quand même des moyens à partir du moment où on demande d'assurer certaines missions, elles sont de plus importantes. Je pense par exemple à la police. Avant, c'était quelque chose qui était totalement régalien. M. Boumedienne sait aujourd'hui que les polices municipales sont de plus en plus sollicitées si on veut assurer une certaine sécurité. Et que ça a un coût pour nos collectivités et qu'il va falloir être accompagné. Rapidement, Jean-Luc Moudin, vous faites là aussi plutôt confiance au gouvernement puisque vous allez signer ce qu'on appelle une contractualisation entre la métropole et l'État. Est-ce que vous pouvez expliquer au public en quoi ça consiste exactement ? Alors, il s'agit de
passé un contrat pour 3 ans entre la collectivité et l'État. L'État nous garantit le maintien des dotations, des ressources qu'il nous donne. Et ça, c'est une grande nouveauté, parce qu'avec le gouvernement précédent, on a subi des baisses de dotations comme jamais on avait connu. Et en contrepartie, nous nous engageons à, certes, faire progresser nos dépenses de fonctionnement, mais de manière modérée, de manière plus modérée que si on avait laissé filer les choses. Et cette contractualisation, elle concerne toutes les régions, du moins celles qui le veulent. Oui, parce que Carole Delga, elle ne le souhaite pas. Elle l'a dit cette semaine. Les départements et également les grandes villes et les grandes agglomérations. D'ailleurs, au passage, c'est un effort du monde urbain qu'on ne demande pas au monde rural. Donc j'ai effectivement contractualisé parce que j'ai pensé que c'était mieux de s'engager dans une sorte de discipline que d'ailleurs le gouvernement nous demande, mais que la Cour des comptes nous demande, que les chambres régionales des comptes nous demandent, que les gouvernements précédents nous demandaient, que les citoyens nous demandent, et en même temps d'avoir une préservation de nos ressources. Alors après, ça ne va pas être facile, parce que nous sommes un territoire en croissance, donc nous avons des besoins et donc des dépenses. Merci à vous trois, en tout cas, d'avoir accepté de participer à cette émission et à ce débat. On va suivre notamment l'évolution de la politique fiscale, Laurent. Oui, ça, on va garder le nez dessus, c'est important. Dans le micro-trottoir, on n'a pas tout gardé, on a fait ce qu'on appelle du montage, mais il y a beaucoup d'interpellations sur la CSG. Et apparemment, il y a un vrai problème sur la taxe d'habitation, c'est pas intégré par nos concitoyens. Mais il va y avoir du débat, nous a dit Anne Blanc, de la réflexion. Ça va durer quelques mois, nous a dit Jean-Luc Moubinck. Donc, on va suivre tout cela. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat. Place à mai 68. Que reste-t-il de ces jours de lutte ici dans notre région et quelles traces a laissé le mouvement? On en débattra avec des acteurs de l'époque, mais aussi des élus d'aujourd'hui. D'ici là, passez une bonne fin de week-end sur France 3 Midi Pyrénées.